Le live streaming a apporté des instants de joie et de connexion, mais il a aussi capté des événements profondément tragiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires réelles d'influenceurs qui ont perdu la vie en direct. Des moments qui ont choqué le monde et soulevé de nombreuses questions sur les dangers du contenu en live. Nous sommes le 14 septembre 2020 à Aba, une région autonome tibétaine située dans la province du Sichuan, en Chine. Lamu, une blogueuse tibétaine de 30 ans, était devenue une personnalité très appréciée sur Internet, comptant plus de 780 000 abonnés sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. Elle partageait des aperçus de la vie rurale tibétaine, se filmant souvent en train de cueillir des plantes sauvages dans la montagne, de préparer des repas traditionnels ou encore de chanter en playback sur des musiques populaires. Habillée en tenue traditionnelle tibétaine et choisissant de ne pas porter de maquillage, Lamu séduisait son public par son authenticité et sa simplicité, accumulant ainsi des millions de likes. Mais derrière cette image joyeuse en ligne, Lamu vivait une réalité bien plus sombre. Elle était victime de violences conjugales. En juin 2020, elle avait divorcé de son mari, Tang Lu, en raison de son comportement abusif. Pourtant, même après la séparation, Tang continuait de la harceler, insistant pour qu'elle revienne vers lui. Lamu refusait ses avances, sans se douter de l'horreur qui l'attendait. Le matin du 14 septembre, Lamu publia ce qui allait être sa dernière vidéo où elle chantait une chanson traditionnelle tibétaine. Plus tard dans la journée, elle démarra un live stream, interagissant avec ses abonnés comme à son habitude. Soudainement, l'écran devint noir. Ce qui suivit fut effroyable. À l'insu des spectateurs, Tang Lu était entré chez Lamu, un seau de liquide inflammable à la main. Il l'a confronté, puis l'a immolé par le feu alors que le direct se poursuivait. L'écran restait noir, mais les cris de douleur de Lamu et les bruits de chaos étaient audibles. Des milliers de spectateurs écoutaient, impuissants. Les voisins et des membres de sa famille accoururent pour l'aider, parvenant à éteindre les flammes avant d'appeler les secours. Transportée en urgence à l'hôpital, Lamu souffrait de brûlures sur 90% de son corps. Pendant 2 semaines, elle lutta dans d'atroces souffrances avant de succomber à ses blessures le 30 septembre 2020. L'annonce de son agression et de son décès provoqua une onde de choc en Chine et dans le reste du monde. Ses abonnés se mobilisèrent pour financer ses soins et envahirent sa page Douyin de messages de soutien et de deuil. Tang fut rapidement arrêté par les autorités et accusé d'homicide volontaire. D'après les rapports, son crime était un acte de vengeance après le divorce. En octobre 2021, Tang Lu fut jugé et condamné à la peine de mort. La Cour qualifia son acte d'une extrême cruauté et souligna son impact considérable sur l'opinion publique. La sévérité de la sentence reflétait la colère généralisée suscitée par la mort de Lamu et la question plus large des violences conjugales en Chine. Le décès de Lamu déclencha une vague d'émotions et de débats sur les réseaux sociaux comme Douyin et Weibo. Des millions d'internautes réclamèrent justice et des réformes, mais de nombreux messages furent censurés par les autorités. Des militants profitèrent de l'attention médiatique pour dénoncer les failles systémiques qui permettent aux violences domestiques de perdurer, notamment en zone rurale. Bien que la Chine ait criminalisé les violences conjugales, en 2016, la loi comporte des lacunes, comme l'exclusion des couples de même sexe ou le manque de reconnaissance de certaines formes d'abus. Par ailleurs, les mentalités culturelles considèrent souvent ces violences comme des affaires privées, dissuadant les victimes de demander de l'aide. La police, elle aussi, hésite fréquemment à intervenir, laissant les survivantes sans protection. Pendant son mariage, Lamu avait signalé les abus qu'elle subissait, mais ses plaintes avaient été ignorées, considérées comme de simples querelles familiales. Ce manque de soutien l'avait laissée vulnérable, menant tragiquement à sa mort. Son cas illustrait les obstacles auxquels les femmes font face lorsqu'elles tentent de fuir une relation abusive. En 2020, la Chine a introduit une période de réflexion obligatoire de 30 jours pour les demandes de divorce. Les critiques estiment que cette mesure complique encore plus la séparation pour les victimes de violences, les piégeant dans des mariages dangereux. Les statistiques témoignent de l'ampleur du problème. Une enquête menée en 2013 par la Fédération des femmes de Chine révélait qu'une femme mariée sur 4 avait déjà subi des violences conjugales. Le phénomène est encore plus répandu dans des régions rurales comme Aba, où les traditions patriarcales sont dominantes.
Après la mort de Lamou, ses fans et des militants lui ont rendu hommage à travers des campagnes en ligne. Son compte Douyin est devenu un lieu de recueillement où ses abonnés partagent ses anciennes vidéos et expriment leur tristesse. Certaines de ses publications les plus populaires, mettant en avant la beauté de la vie rurale tibétaine, ont connu un regain de viralité après son décès. Malgré une forte censure, l'histoire de Lamou a permis d'ouvrir un débat essentiel sur les violences conjugales et l'efficacité du système juridique chinois. De nombreuses voix se sont élevées pour réclamer des sanctions plus sévères contre les agresseurs et un meilleur accompagnement des victimes. Dans certaines régions, des initiatives locales ont été mises en place. Par exemple, la ville de Yiwu a créé une base de données permettant aux citoyens de vérifier si leur partenaire a déjà été condamné pour violences domestiques. Bien que ces avancées soient encourageantes, les défenseurs des droits des femmes insistent sur la nécessité de réformes plus profondes. Lamou incarnait la résilience et l'authenticité. Son destin tragique a mis en lumière les difficultés rencontrées par les survivantes de violences conjugales. Son histoire continue d'inspirer un combat pour plus de sécurité et d'égalité, perpétuant ainsi son héritage. Le 27 janvier 2021, à Smolensk, en Russie, Yuri Douchechkin, un homme de 60 ans affectueusement surnommé « grand-père » par les internautes, était une figure régulière de la chaîne YouTube controversée First Step on YouTube. Ce soir-là, il participait à un nouveau live stream sur cette chaîne tristement célèbre pour ses défis risqués et humiliants impliquant des personnes vulnérables. Tragiquement, ce direct allait être son dernier. Pendant le live stream, Yuri fut incité par l'animateur et environ 150 spectateurs à consommer une quantité dangereuse de vodka, environ 1,5 litre. Au fil de la diffusion, il s'effondra, son corps inerte restant visible à l'écran pendant un long moment. Lorsque les secours arrivèrent à son domicile, rue Udarnikov, il était déjà décédé. La chaîne, gérée par un homme de 39 ans connu sous le nom de GK, était tristement réputée pour organiser ce qu'on appelle des trash streams. Ces diffusions mettaient en scène des individus souvent en situation de précarité ou luttant contre des addictions, poussés à réaliser des défis dégradants ou dangereux en échange d'argent envoyé par les spectateurs. Ces défis allaient de la consommation excessive d'alcool à des épreuves physiques douloureuses. Plus l'acte était extrême, plus les dons affluaient. Yuri était un participant régulier de ces streams, occupant une place centrale sur la chaîne et gagnant l'affection des spectateurs qui l'appelaient « grand-père ». Mais au fil du temps, la pression pour réaliser des défis de plus en plus dangereux augmentait, alimentée par le désir d'attirer plus de spectateurs et de générer davantage de dons. Ce soir-là, Yuri fut mis au défi de boire une quantité excessive de vodka en direct. Tandis qu'il buvait, les spectateurs l'encourageaient et envoyèrent de l'argent pour le pousser à continuer. La soirée se déroulait comme à l'accoutumée dans un appartement en désordre, au son d'une musique forte et de discussions bruyantes. Mais plus il buvait, plus son état se détériorait. Son élocution devint confuse, ses gestes maladroits, et il semblait de plus en plus désorienté. Soudain, il s'effondra. La diffusion continua, montrant son corps inanimé au sol. Si certains spectateurs s'inquiétèrent dans le chat en direct, d'autres semblèrent indifférents, considérant cela comme un élément du spectacle. Les secours furent finalement appelés, mais à leur arrivée, Yuri ne répondait plus. Les médecins le déclarèrent mort sur place. Selon les premiers rapports, l'intoxication alcoolique serait la cause du décès, bien qu'une enquête ait été ouverte pour établir les circonstances exactes. L'événement choqua la communauté en ligne. De nombreux spectateurs exprimèrent des regrets et un sentiment de culpabilité, reconnaissant leur rôle dans l'incitation à sa consommation excessive d'alcool. D'autres dénoncèrent la chaîne et son animateur pour avoir exploité des personnes comme Yuri à des fins de divertissement et de profit. Les autorités russes réagirent rapidement. Le comité d'enquête régional ouvrit une affaire criminelle et inculpa les organisateurs pour homicide involontaire. L'enquête se concentra sur l'identification des responsables de cette diffusion mortelle. Les voisins de l'appartement servant de lieu de tournage dénoncèrent également les nuisances causées par ces live streams. Ils rapportèrent des années de tapage nocturne, de troubles liés à des visiteurs alcoolisés et de multiples plaintes restées sans réponse de la part des forces de l'ordre. La tragédie attira l'attention du sénateur russe Alexei Pouchkov, qui condamna fermement les trash streams et les qualifia de tendances dangereuses. Il plaida pour une interdiction de ces diffusions afin de protéger les individus vulnérables de l'exploitation à des fins lucratives. Pouchkov insista sur la nécessité d'adopter des lois,
pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Cet incident révéla le côté sombre de la culture Internet et la montée en popularité des trash streams. Si certains peuvent sembler inoffensifs, d'autres poussent les participants à se mettre en danger au péril de leur dignité et de leur vie. La mort de Yuri ne fut malheureusement pas un cas isolé. Des événements similaires avaient déjà eu lieu, suscitant des appels à un encadrement plus strict du live streaming. Les critiques estiment que des plateformes comme YouTube doivent assumer davantage de responsabilités dans la surveillance et la suppression des contenus nuisibles afin de prévenir d'autres drames. Le décès de Yuri Douchechkin a mis en lumière les dangers de l'exploitation des individus vulnérables à des fins de divertissement. Alors que l'enquête se poursuit, il est devenu évident que la culture toxique des trash streams doit être combattue avant qu'elle ne cause d'autres pertes humaines. C'était une journée d'été à Kuzhou, en Chine, le 20 juillet 2021. Xiao Qumei, une opératrice de grue de 23 ans, venait de terminer son service sur un chantier de construction dans la province du Zhejiang. Elle se démarquait dans son domaine, notamment par sa silhouette menue et sa forte présence, mais aussi par sa capacité à jongler entre un métier exigeant et l'éducation de ses 2 jeunes enfants. Sur Douyin, où elle partageait des vidéos de son quotidien et de son travail, elle avait rassemblé plus de 100 000 abonnés, offrant à son public un aperçu rare du monde des opérateurs de grue. Ce soir-là, avant de quitter le chantier, Xiao décida d'enregistrer une dernière vidéo. Toujours souriante et dynamique, elle aimait partager des images depuis la cabine de sa grue, brisant ainsi les stéréotypes dans une profession largement dominée par les hommes. En s'adressant à la caméra, elle apparaissait radieuse et pleine de vie, comme toujours dans ses vidéos. Vers 17h40, la plupart des ouvriers avaient déjà quitté le site, laissant l'endroit calme, à l'exception de quelques membres du personnel encore présents. Xiao filmait en parlant et en dansant, mais soudain quelque chose tourna terriblement mal. L'image devint floue, montrant des équipements de grue défilant rapidement, accompagnés d'un cri perçant, le cri de Xiao. Des témoins rapportèrent qu'elle avait chuté de 50 mètres, s'écrasant au sol. Les secours arrivèrent rapidement, mais elle fut déclarée morte sur place. Selon certains rapports, elle tenait son téléphone au moment de la chute, ce qui a conduit à des spéculations sur une possible distraction due au tournage de la vidéo. Cependant, sa famille réfuta fermement cette hypothèse, affirmant qu'elle était toujours professionnelle et qu'elle rangeait son téléphone dans son sac pendant ses heures de travail. Selon eux, la chute était un tragique accident, Xiao ayant manqué une marche en descendant de la grue. L'annonce de sa mort bouleversa ses abonnés et la communauté en ligne. Beaucoup eurent du mal à accepter qu'une personnalité aussi pétillante puisse disparaître si brutalement. Certains internautes partagèrent même la vidéo de sa chute, suscitant un vif débat sur l'éthique de la diffusion de telles images sensibles. Sa famille, profondément attristée, organisa des funérailles privées selon les traditions locales. Ses cendres furent déposées sur une petite table sous un parapluie, un adieu simple mais chargé d'émotion. Les autorités locales de Jiangshan confirmèrent l'incident et ouvrirent une enquête pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité du travail avaient eu lieu. Aucune autre information officielle ne fut publiée. Cette tragédie relança les préoccupations concernant la sécurité dans les métiers à haut risque et l'impact des réseaux sociaux sur la vie personnelle et professionnelle. L'ascension de Xiao Qumei sur Internet reposait sur son talent à créer du lien avec son public en partageant son quotidien de façon authentique et accessible. Ces vidéos mettaient en lumière le rôle crucial des opérateurs de grue et donnaient à ses abonnés l'impression de faire partie de son univers. Malgré l'affirmation de sa famille selon laquelle sa mort était purement accidentelle, certaines discussions en ligne s'attardèrent sur les dangers encourus par les influenceurs qui jonglent entre création de contenu et activités quotidiennes. Des comparaisons furent même faites avec des accidents similaires, notamment la mort de Sophia Xiong, une influenceuse Instagram décédée en tombant d'une cascade alors qu'elle posait pour une photo plus tôt ce mois-là. L'histoire de Xiao devint un rappel tragique de la rapidité avec laquelle une vie peut basculer. Tandis que ses abonnés pleuraient la perte d'une figure inspirante, sa famille devait faire face à l'immense chagrin de perdre une fille, une mère et une épouse bien-aimée. Le 16 mai 2024, à Suffolk en Virginie, Raleigh Freeman III, plus connu sous le nom de scène de Rilo Henshaw, était un jeune rappeur talentueux de 17 ans avec de grands rêves dans l'industrie musicale. Connu pour son énergie sur scène et sa fanbase grandissante, 28 700 abonnés sur Instagram et près de 700 auditeurs sur Spotify, Rilo était en pleine ascension. Ce soir-là, il diffusait une vidéo en direct depuis chez lui, un moment banal destiné à ses fans. Mais ce qui avait commencé comme une simple session s'est transformé en un drame bouleversant.
Pendant le live stream, Rilo manipulait une arme de poing, un accessoire qu'il utilisait fréquemment dans ses publications. Cette arme en particulier était équipée d'un viseur laser vert et d'une lampe torche. Il la brandissait avec désinvolture et semblait même en désactiver le cran de sécurité. Puis, dans un excès de confiance, il a pointé l'arme sur sa tête, a prononcé une phrase audacieuse et a appuyé sur la détente. Un coup de feu retentit violemment et le direct s'interrompit brutalement lorsque le téléphone tomba au sol. Au début, beaucoup de spectateurs crurent à une mise en scène ou à une blague. Mais la réalité s'imposa rapidement, Rilo s'était accidentellement tiré dessus. Les secours arrivèrent rapidement et le transportèrent à l'hôpital, mais malgré tous les efforts déployés, il succomba à sa blessure. Les autorités confirmèrent qu'il s'agissait d'un tir accidentel auto-infligé. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc dans sa communauté et bien au-delà. Sa mère, Monica Savage, fut anéantie par la perte de son fils unique. Mère célibataire dévouée, elle raconta en larmes dans une interview le moment où elle l'avait découvert, exprimant son immense douleur et son désir déchirant de le revoir. Un cousin de Rilo lança une campagne GoFundMe pour financer les frais funéraires, mettant en avant les difficultés financières de la famille et l'amour inconditionnel de Monica pour son fils. La campagne reçut un large soutien, avec de nombreux dons envoyés pour aider la famille endeuillée. Au lycée de Rilo, son décès eut un impact profond sur les élèves et les enseignants. Une professeure, Cara Dorsey, partagea ses émotions en ligne, encourageant ses élèves à honorer la mémoire du jeune rappeur en poursuivant leurs rêves. Elle exhorta également la communauté à apporter son soutien à la famille durant cette épreuve. Pour lui rendre hommage, ses proches organisèrent un lâcher de ballons. Des photos de la cérémonie montrèrent famille et amis envoyant des ballons colorés dans le ciel, un dernier adieu à une vie pleine de promesses. Ce drame souleva de nombreuses questions sur la sécurité des armes à feu. Les autorités enquêtent sur la manière dont Rilo s'est procuré cette arme, pourquoi elle était chargée et comment elle était accessible. La vidéo du direct suscita aussi la controverse, certains doutant de son authenticité. Mais les faits furent confirmés. L'événement s'était bien déroulé en temps réel, rendant la tragédie encore plus bouleversante. Rilo était en train de se faire un nom dans la musique avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée. Ses morceaux comme Moneghetto, Backtalk et DOA reflétaient une certaine réalité de la rue, mais montraient aussi son talent et son lien avec son public. Son profil Spotify, affichant une photo de l'actrice Mia Goth, témoignait de sa créativité et de sa personnalité unique. Sa mort a également mis en lumière les dangers de la mauvaise manipulation des armes, en particulier chez les jeunes. Les statistiques révèlent que chaque année, de nombreux adolescents perdent la vie dans des accidents similaires, souvent auto-infligés. Des experts insistent sur l'importance du stockage sécurisé des armes et de la sensibilisation aux risques pour éviter de tels drames. Kelly Drain, une directrice de recherche, souligna que de simples mesures de sécurité pourraient sauver des vies et exhorta les communautés à adopter de meilleures pratiques. La disparition de Rilo laisse un immense vide dans sa famille, son école et son entourage. Sa mère, ses fans et ses amis continuent de pleurer sa perte, se raccrochant aux souvenirs et à la musique qu'il a laissée derrière lui. Son talent et son ambition resteront gravés dans les esprits, rappelant l'importance de la prudence et de la responsabilité. Le 14 juillet 2024, en Chine, Pan Xiaoting, une influenceuse de 24 ans, se préparait pour ce qui allait tragiquement être son dernier livestream Mukbang. Connue pour ses défis alimentaires extrêmes, Pan avait rassemblé une communauté fidèle qui se connectait avec enthousiasme pour la voir engloutir des quantités impressionnantes de nourriture. Ce jour-là, sa table était remplie de 10 kilos de nourriture, gâteaux au chocolat, fruits de mer et beignets de poulet frit. Des milliers de spectateurs étaient en train de regarder lorsque la diffusion a pris une tournure dramatique. Pan avait débuté modestement. Ancienne serveuse, elle avait découvert le mukbang, une tendance venue de Corée du Sud qui s'était rapidement propagée dans le monde entier. Le principe ? Filmer et diffuser en direct des repas en grande quantité tout en interagissant avec les spectateurs. D'abord, un simple passe-temps, la personnalité attachante de Pan et son audace à relever des défis extrêmes l'avaient rapidement propulsé sous les projecteurs. Son succès fut si fulgurant qu'elle quitta son emploi pour se consacrer entièrement à ses streams. Pour se démarquer dans ce milieu compétitif, elle loua un studio professionnel et investit massivement dans ses diffusions. Ses efforts furent récompensés.
Ses fans inondaient ses lives de dons et de cadeaux, faisant d'elle l'une des mukbangeuses les plus populaires de Chine en 2024. Mais cette ascension fulgurante eut un coût élevé. Ses défis alimentaires devinrent de plus en plus extrêmes, s'étalant parfois sur 10 heures et impliquant des quantités colossales de nourriture. Sa famille s'inquiétait profondément pour sa santé et l'exhortait à ralentir. Ses parents remettaient en question l'intérêt de ses gains face aux risques qu'elle encourait. Mais Pan assurait qu'elle maîtrisait la situation. En coulisses pourtant, son état se dégradait. Elle avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises pour des complications, notamment des hémorragies internes au niveau du système digestif. Malgré tout, elle continuait de repousser ses limites, poussée par l'attente de ses abonnés et l'attrait financier de ses vidéos. Le 14 juillet, Pan entama ce qui allait être son dernier livestream de 10 heures. Devant elle, une montagne de poulets frits, de plateaux de fruits de mer et de gâteaux au chocolat. Comme à son habitude, ses spectateurs l'encourageaient par des messages admiratifs dans le chat. Au début, tout semblait normal. Pan souriait et plaisantait avec son public tout en mangeant. Mais, au fil des heures, les signes inquiétants apparurent. Son rythme ralentit, sa respiration devint lourde et son malaise se fit visible. Des spectateurs inquiets lui conseillèrent d'arrêter et de se reposer, mais Pan, déterminé, continua le défi. Soudain, en plein direct, elle s'effondra. Affolés, les spectateurs inondèrent le chat de messages paniqués, suppliant qu'on intervienne. Mais lorsqu'une équipe médicale arriva sur place, il était déjà trop tard. Pan fut déclarée morte sur les lieux. L'autopsie révéla les séquelles dramatiques de ses habitudes alimentaires extrêmes. Son estomac, étiré à l'extrême, s'était rompu, provoquant de graves complications internes. Les experts expliquèrent que l'absorption de quantités aussi massives de nourriture pouvait non seulement distendre l'estomac, mais aussi comprimer les vaisseaux sanguins et mettre le cœur à rude épreuve, augmentant le risque de crise fatale. Son historique de saignement interne avait encore aggravé la situation. La mort prématurée de Pan Xiaoting a relancé les débats sur les dangers de la culture du mukbang. À l'origine conçu pour offrir une sensation de convivialité aux personnes mangeant seules, le phénomène s'est progressivement transformé en un spectacle de surconsommation extrême. Les critiques dénoncent la glorification de comportements alimentaires dangereux. La Chine avait pourtant déjà pris des mesures contre ces excès. En 2021, le gouvernement avait mis en place une loi anti-gaspillage alimentaire, interdisant les contenus promouvant la suralimentation et sanctionnant les contrevenants. Malgré ces restrictions, de nombreux créateurs, dont Pan, avaient trouvé des moyens de contourner la réglementation en misant sur les diffusions en direct. Les spécialistes soulignent également les pressions psychologiques et physiques auxquelles sont soumis les influenceurs dans ce type d'environnement ultra-compétitif. Le psychologue Dr Andrew Harris explique que la quête de célébrité sur Internet pousse certains créateurs à dépasser leurs limites, mettant leur santé en danger. La diététicienne Cathy Lopez qualifie le mukbang de comportement nocif déguisé en divertissement, insistant sur ses lourdes conséquences médicales. L'annonce du décès de Pan Xiaoting a profondément bouleversé ses fans et la communauté en ligne. De nombreux abonnés ont exprimé leur tristesse et envoyé des messages de condoléances, tandis que d'autres ont critiqué la tendance du mukbang et son influence néfaste. Certains ont dénoncé l'absurdité de célébrer une telle consommation excessive dans un monde où tant de gens souffrent de la faim. Un internaute a décrit la situation comme une tragédie née de la pression du divertissement, tandis qu'un autre s'est interrogé « Pourquoi soutenons-nous des tendances aussi dangereuses ?» Zrenia appelant à y mettre un terme. L'histoire de Pan Xiaoting a déclenché un débat plus large sur la responsabilité des plateformes hébergeant ce type de contenu. Si certains plaident pour un renforcement de la régulation, d'autres estiment qu'une meilleure sensibilisation des créateurs et des spectateurs aux risques encourus est tout aussi cruciale.